l'IdeasBox en tant qu'espace, et je pense que Stéphane reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là, de l'IdeasBox aussi en tant que passerelle relais entre l'IdeasBox, les publics et les infrastructures culturelles qui existent déjà, bibliothèques, centres sociaux, maisons des jeunes et de la culture, etc. C'est aussi l'IdeasBox en tant qu'outil de renforcement des compétences pour l'autonomisation des populations, l'insertion professionnelle éventuellement, le renforcement des compétences. Et c'est aussi le développement de tout ce que tu évoquais, Franck, ce qu'on a décidé d'appeler les life skills, toutes ces choses qui sont la résilience, la confiance en soi, la capacité à se projeter dans l'avenir, toutes ces choses qui sont difficiles en général à quantifier, mais qu'on arrive tout de même avec des méthodes d'évaluation qui naissent de la psychologie, de l'économie, à mesurer. Ah oui, toi qui es une cognitiviste, moi j'ai l'habitude de dire que c'est des capacités non cognitives, alors je me fais taper sur les doigts. Il faut surtout pas dire ça. Jérémy. Non, j'aime pas trop le terme, parce qu'effectivement, cognitif, ça veut dire comprendre le fonctionnement de l'esprit. Et en cognitif, ça voudrait dire que tout ce qui est compétences sociales, empathie, etc., c'est moins bien que les compétences type mémoire, attention. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop le terme, et je pense que l'IdeasBox met justement au cœur de ces activités le lien entre ces différents domaines-là. Et alors, moi, pour comprendre comment on fait, parce qu'on ne va pas avoir le temps aujourd'hui de rentrer dans tous les détails, je vous invite à aller sur le site IdeasBox où il y a des rapports d'impact qui ont été réalisés dans les camps de réfugiés au Burundi. Pour la plupart, il y en a un qui va sortir très bientôt sur les capacités d'impact de la box en matière de renforcement des compétences pédagogiques des enfants. Et on s'aperçoit qu'en faisant donc c'est des études randomisées, ce qu'on appelle, avec des groupes tests et des groupes contrôle, avec des enfants qui suivent leurs cours dans la box et d'autres qui suivent les cours hors de la box. Alors c'est pas tous les cours, c'est certains cours, parce qu'on a noté les mathématiques et français, on a pris les tests classiques d'évaluation des enfants là-dessus. Et on s'aperçoit qu'en 2 mois, 3 mois... 3 mois de cours dans la box ou hors box, c'est 28% de progrès supplémentaire pour les enfants qui suivent les cours à l'intérieur de l'IdeasBox plutôt que dans un environnement classique. Ouais. Alors, plus que le résultat, parce que là, on est vraiment sur une population très particulière, loin de la France, etc. Ce qui est intéressant ici, alors, on apprend, on voit, parce que c'est à la fois parce qu'il y a des contenus spécifiques qu'il n'y a pas dans les salles de classe, c'est aussi parce que la box crée un espace particulier, un espace qui est plus propice à l'apprentissage. Mais ce qui est intéressant ici, c'est plutôt la démarche, justement, amener des démarches scientifiques d'évaluation, randomisées, etc. Et c'est des choses qu'il va falloir faire en France pour aussi prouver, et je pense que c'est aussi un des leviers, le levier du plaidoyer dont on parlait tout à l'heure, qui est cher à nos yeux, pour mieux comprendre aussi la position de BSF sur le plaidoyer. On va sortir un parcours sur la plateforme BSF Campus dans les prochains mois qui s'appellera le plaidoyer, et justement comment les bibliothécaires peuvent prouver aux politiques et aussi à toute la société à quel point les bibliothèques sont importantes et à quel point leur métier est important. Et du coup, Pascal, moi, je voulais te relancer un petit peu là-dessus, parce que, à l'heure justement des restrictions budgétaires, il semble important de prouver l'impact économique, social, éducatif des bibliothèques, et justement l'évaluation peut être une clé pour ça. Ah oui, bien entendu. Bon, sur la question de l'évaluation, il se trouve que moi, j'y ai travaillé dans le temps, au fil de ma carrière, dans les années... Ça fait un peu ancien combattant, je m'en excuse, mais dans les années 80 jusqu'au début des années 90, j'ai présidé la commission statistique des bibliothèques et du livre au sein de l'AFNOR. Les choses ont beaucoup évolué depuis cette époque déjà. Rien que la norme ISO déclinée et transposée en norme AFNOR sur les statistiques et l'évaluation des bibliothèques s'est beaucoup enrichie. Elle a intégré de nouveaux documents, de nouveaux services. Elle a essayé d'entrer dans le qualitatif alors qu'auparavant elle était purement quantitative. Donc on progresse sur ces questions. Néanmoins, il reste une question à mes yeux tout à fait fondamentale et qu'on n'a encore pas bien réussi à résoudre dans notre domaine et je crois dans d'autres. C'est si on sait maintenant, avec des outils statistiques complétés par des questionnaires qualitatifs auprès des publics de la bibliothèque, ceux qui sont publics de la bibliothèque, on a peu avancé sur la question de ce qu'on appelait il y a quelques décennies les non-publics. Pourquoi ils sont non-publics ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils le deviennent ?
Mais j'ajouterais, alors justement, l'IDeasBox, là, je suis convaincu que c'est un outil qui apporte beaucoup en la matière. Je parlais tout à l'heure de démonstration par la preuve. Il existe chez nos collègues anglo-saxons de nouveau axe de la bibliothéconomie, c'est justement la bibliothéconomie par la preuve. Eh bien, je crois que l'IDeasBox peut y contribuer très largement. En évitant un certain nombre de biais, je crois que d'autres que moi en parleraient plus doctement, on a au moins un sociologue dans la salle et peut-être quelques autres, c'est d'éviter de tirer des conclusions hâtives pour des phénomènes qui ne seraient pas complètement imputables à la bibliothèque, à l'IDeasBox, mais à d'autres facteurs. Et de ce point de vue, tu l'as suggéré, la situation entre le Burundi et les quartiers dans les territoires français est complètement différente. Une multiplicité de facteurs peuvent intervenir dans notre pays. Bien. Et donc, pour rejoindre ta question sur le plaidoyer, il y a encore un écueil que je voudrais, que je suggère qu'on cherche à éviter, c'est la finalité, ça n'est pas seulement de plaider pour montrer le rôle de la bibliothèque dans la cité. C'est important, je serai jamais en opposition avec cet objectif-là. Mais il ne faut pas considérer la bibliothèque comme un cul-de-sac. L'enjeu final, c'est pas de faire venir les gens à la bibliothèque. L'enjeu final, c'est que la bibliothèque soit elle-même un outil pour renvoyer les publics, les gens, les personnes ailleurs, au théâtre, à un concert, au conservatoire, à une exposition, à l'école, dans un centre d'apprentissage, etc. La bibliothèque, c'est elle-même un vecteur, c'est pas la finalité. Merci beaucoup, Pascal. Franck, peut-être, avant de se connecter de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que, justement, ces démarches d'évaluation complémentaires, comme ça, tu as ça résonne avec des choses que toi, tu peux observer à l'international, étant donné que tu n'es peut-être pas le délégué, mais tu es dans cette délégation aux relations internationales de la BNF. La BNF, effectivement, mène de nombreux programmes de coopération avec des bibliothèques homologues à travers le monde. Une différence essentielle, c'est que dans ce type de partenariat, on est forcément très respectueux de l'autonomie du partenaire avec lequel on travaille. Et en articulation avec une démarche d'évaluation est du coup difficile, parce qu'évaluer, c'est mesurer, c'est dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. On est tout de suite sur un terrain délicat. Alors en revanche, un point commun avec l'expérience modeste qui est la mienne résiderait dans la co-construction. Toute coopération repose sur un effort partagé. Ça semble évident, dit comme ça, mais dans le périmètre qui est le mien, la francophonie et l'Afrique notamment, on affronte des situations très dissymétriques. Une bibliothèque nationale de France bourrée de technologie, si j'ose dire, et en face d'elle, des bibliothèques nationales africaines qui ne sont pas toujours informatisées. Du coup, on reçoit des demandes formulées de la sorte que souhaitez-vous recevoir de notre part, disons-nous à Paris, et on nous répond sur le terrain, on nous répond donnez-nous tout ce que vous avez, parce qu'on manque de tout. Alors la co-construction dans ce contexte est forcément très difficile et nécessite tout un travail lent, patient, d'accompagnement, d'attention aux différences interculturelles aussi, parce que on croit parler le même langage sous prétexte qu'on parle la même langue, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, toute proportion gardée, je répondrai en disant que cette notion de co-construction doit vraiment être au cœur du travail d'évaluation entre BSF et les bibliothèques pour
déboucher sur le référentiel dont on a parlé, mais faire évoluer ce référentiel dans le temps. Il est fondamental que ce référentiel ne s'arrête pas à un instant T, mais soit conçu dans une approche diachronique et chronologique. Merci Franck. Alors du coup, je me tourne. Alors je vais changer de place pour te voir. Stéphane, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Ah, fantastique. La technologie marche, c'est rare. Bon alors Stéphane, toi tu es chercheur au CNRS et tu es basé à New York et tu as pu passer pas mal de temps sur les Ideas Box dans le Bronx cet été. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les principaux résultats de l'étude que tu as conduit et qui est aussi disponible en ligne pour ceux qui le souhaitent? Donc, dans la réponse, je ne vois pas, donc j'espère que ça passe bien. Très nombreux. Donc oui, j'ai eu la chance l'été dernier de suivre l'expérience pilote de déploiement de IDS Box dans le Bronx, dans un quartier très populaire du Bronx à New York, qui est un quartier majoritairement africain-américain et hispanique, et qui est aussi un des quartiers les plus pauvres aux États-Unis. Donc l'idée, dans ce quartier, l'IDS Box a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Dream Yard, qui est spécialisée dans l'aide à l'enseignement à travers les arts. Et donc l'IDS Box a été installée dans un petit parc pendant 5 jours par semaine, pendant 8 semaines à peu près. Voilà. Alors, le contexte est intéressant au Bronx parce que il faut comprendre que il y a beaucoup d'associations, d'organisations à vocation caritative ou humanitaire qui débarquent dans ce genre de quartier et elles ne sont pas toujours bien accueillies par la population qui peut les voir parfois comme des ovnis un peu détachés de leurs préoccupations. Et donc ça, c'était une des questions que je me posais, moi, à l'origine, quand je suis allé voir l'IDS Box. Et j'ai été agréablement surpris de voir que l'IDS Box était bien accueillie. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi, pour l'évaluation, de voir que malgré les différences de classe qu'il y avait et aussi de race qu'il y avait entre les volontaires de l'IDS Box et la population, il n'y a pas eu d'antagonisme qu'on retrouve classiquement entre les travailleurs sociaux ou les travailleurs humanitaires et la population locale. Un des témoins de ça, c'est qu'il n'y a eu aucun dommage de matériel ou vol et que tout s'est passé de façon très civile. Donc ça, c'est la première chose. C'était un accueil très positif de la box. La deuxième chose, c'est que la bibliothèque locale non plus n'a pas été critique de l'arrivée de la box. Donc il y a des bibliothèques publiques à New York comme à Paris, par exemple, avec des branches locales dans les quartiers. Et la branche locale a très bien accueilli l'IDS Box, ne l'a pas prise comme un concurrent. Il faut voir que la dynamique est un petit peu différente de celle en France, je pense, puisque la ville de New York a récemment augmenté le budget des bibliothèques publiques, donc elles ne se sentent pas menacées en ce moment. Mais les bibliothécaires voyaient dans l'IDS Box une occasion de sortir de leur mur et notamment de regagner une bonne partie de la population des usagers qu'ils avaient perdus à cause des amendes. Alors, quand les gens sont en retard avec leurs prêts, ils accumulent les amendes. Au bout d'un certain moment, leur compte est bloqué. Et donc, ça leur a permis de sortir et d'essayer de négocier ces amendes, de les annuler si possible. Malheureusement, la box était un petit peu trop près de la branche locale et du coup, les enfants n'ont pas tellement fréquenté la bibliothèque cet été-là. Donc là, il y a un enseignement intéressant de distance, de couverture de territoire à avoir à gérer avec la bibliothèque publique. Donc au total, il y a eu à peu près 900 visites dans cette bibliothèque, surtout des enfants entre 6 et 10 ans qui ont adoré la box, qui ont adoré y jouer et y apprendre. Ils n'ont pas tellement utilisé les livres, mais ils ont utilisé tous les autres outils qu'il y avait à leur disposition. Et peut-être pour certains qui sont devenus des usagers réguliers, la box a permis
de réduire ce que ici aux États-Unis on appelle le Learning Achievement Gap, qui est le différentiel d'apprentissage entre les enfants qui sont stimulés intellectuellement pendant l'été et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas, en général, ont des résultats scolaires bien moins importants aux États-Unis. Donc peut-être que ceux-là vont mieux réussir à l'école cette année. C'est difficile de l'évaluer. Il faudrait pour cela avoir des mesures un peu plus suivies, mais c'est possible. Et enfin, je dirais que la boxe a permis d'identifier des besoins propres au quartier. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on a pu voir, c'est que les familles avaient un besoin d'espace sûr et agréable pour stimuler la curiosité des enfants, pendant que les parents pouvaient avoir un peu de ce qu'ils appellent me time, de temps pour eux. Surtout dans des quartiers comme ceux-là, où il y a énormément de mères qui élèvent seuls leurs enfants. Il y avait aussi un besoin très important d'espace pour les adultes, pour repenser leur carrière et éventuellement retaper leur CV et penser un peu à comment ils allaient essayer d'améliorer leurs conditions de travail, qui sont souvent assez difficiles dans ces quartiers, avec des horaires et des salaires très bas. Et enfin, on a vu un besoin juste simplement d'espace de rencontre et de discussion. Ce que ces trois besoins nous font remarquer comme évaluation, c'est que finalement, ce que l'IDS Box a apporté dans le Bronx cet été, c'est surtout un espace. C'est un espace de rencontre, c'est un espace d'utilisation de ressources, c'est un espace de jeu. Et c'est un espace qui est plus qu'une ressource, c'est un lieu. C'est-à-dire que c'est un lieu qui permet la rencontre à la fois entre les ambitions d'éducation pour tous de BSF, mais aussi les besoins du quartier, et aussi entre la population et un ensemble de ressources. Je dirais qu'à la différence d'autres actions qui viennent dans le quartier, l'avantage de l'IDS Box et de son déploiement sur les trottoirs, par exemple devant un lavomatique ou dans un parc, tel que ça a été le cas au Bronx, c'est la construction d'un lieu partagé. Et j'entendais quelqu'un qui parlait avant moi, là, parler de co-construction. Je trouve que le mot est très juste, mais je le pousserais même un petit peu plus loin en disant que ce n'est pas simplement de la co-construction entre le partenaire local, c'est-à-dire l'organisation sociale locale et BSF, mais c'est une co-construction entre les usagers et les travailleurs qui sont amenés à agir dans la IDS Box. Merci beaucoup Stéphane. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être prendre des questions de la salle en fait. Moi je tenais simplement à dire quelque chose d'extrêmement important que tu as dit sur l'espace. En fait, quand on a créé au départ, quand on a créé ces bibliothèques sous tente en Haïti, on a fait des tentes et ensuite on a travaillé avec l'UNICEF et on a déployé des mâles bibliothèques où il y a simplement des livres dedans et un guide d'animation. Et en fait, on a créé ce que les psychiatres humanitaires appellent le cercle magique. C'est-à-dire qu'en fait, plus que simplement le lieu, c'était un espace-temps. Et en fait, on ne pouvait pas le créer parce qu'on n'avait pas la tente, on avait juste la malle. Et en fait, quand on ouvrait la malle, il créait un espace-temps symbolique, c'est-à-dire qu'il y avait un rituel ou un rite d'initiation. Et Viviane, tu t'en souviens certainement parce que à l'époque de l'Heure Joyeuse, tu faisais partie des gens qui nous avaient aidés à construire ce guide d'animation. Et il y avait ce rituel de démarrage de la séance et de fin de séance. Et en fait, on crée cet espace-temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve avec la boxe aujourd'hui, quand on déploie la boxe. Et c'est quelque chose que Philippe Stark dit. Vous pourrez regarder la vidéo de Stark sur le site d'IDS Box. Lui, il dit moi, ça me rappelle le cirque qui venait chez moi quand j'étais petit. Je voulais créer un événement, donc c'est pour ça que je voulais avoir toutes ces couleurs, etc. Et il ne pensait pas à la France au départ, il pensait vraiment au camp de réfugiés. Mais du coup, c'est aussi cette idée de créer un espace-temps qui soit différent et qui puisse venir dans l'environnement quotidien des gens. Alors peut-être... Voilà. Oui. Juste si je peux ajouter un truc, c'est que par rapport à la différence, disons, en termes de pensée comme espace par rapport à penser en termes d'outils ou d'objectifs, c'est que ça permet de rencontrer les habitants sans leur dire, voilà, ce dont vous avez besoin, c'est ça. C'est des livres, c'est de l'éducation. Il y a plein de portes d'entrée, c'est ça. En leur disant, voilà, on va vous construire un espace dans lequel on va pouvoir discuter et voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a quelques questions ? On a peu de
temps parce qu'il faut qu'on écoute Hélène qui va venir nous rejoindre, mais oui. Moi, j'entends rien du tout. Voilà. Ça arrive, Stéphane. Ça arrive. Laurence Tertian, bureau des bibliothèques Ville de Paris. C'est pas tant une question qu'un petit complément concernant les déploiements Ville de Paris qui intéressera peut-être les bibliothécaires parisiens qui sont là. Déploiement qui n'a pas été évoqué ce matin et qui concerne l'expérimentation qui a été menée à toute vitesse, à l'arrache, fin septembre 2015, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale du 19e arrondissement, le centre Pauline Roland, et qui a eu deux effets bénéfiques. Le premier, quand même extrêmement important, c'est qu'il a permis de convaincre, donc l'effet plaidoyer, il a permis de convaincre d'une part les animateurs de ce centre d'hébergement de l'intérêt de l'IdeaBox et de définitivement convaincre ce que n'avaient pas réussi entièrement à faire les bibliothécaires, nos politiques, de se lancer dans l'acquisition de la box, d'au moins une box, et même deux, finalement. Et le deuxième intérêt de ce déploiement, c'était de commencer justement à réfléchir sur le travail préparatoire qui pourrait être fait par les bibliothécaires, par les animateurs, au moment du déploiement de l'IdeaBox dans ces structures sociales. La nécessité de s'adapter au rythme des hébergés, donc de bien comprendre la façon dont ils vivent, bien analyser les publics, etc. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que l'acquisition de la box à la ville permettra aussi de la déployer pendant nos bibliothèques hors les murs en été. Donc elle sera effectivement pour le déploiement dans les structures sociales dans le cadre du pacte parisien de grande exclusion, et dans le cadre des BHLM, elle permettra d'enrichir l'offre des bibliothécaires pendant les opérations de BHLM d'été. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre commentaire ? Oui. Alors du coup, il va pas vous entendre sans micro. Alors, le micro arrive. Bonjour à toi et merci d'intervenir de si loin, c'est vraiment sympa. Moi, je suis bibliothécaire à la ville de Paris. J'avais une question, les familles, les enfants, tous ceux qui ont pu bénéficier de ce super service dans le Bronx, est-ce que ça leur a manqué ? Est-ce qu'ils ont demandé où êtes-vous passé, où êtes-vous parti ? Voilà, je voulais juste savoir si eux-mêmes finalement avaient demandé à ce que ça revienne, et est-ce qu'ils avaient eu envie du coup de prolonger l'expérience en l'utilisant eux entre eux, tu vois ? Voilà. Enfin, je sais pas si je suis claire. Merci. Ouais. Non, c'est une très bonne question. Certains enfants étaient très tristes quand la box est partie. Les parents n'ont pas dit grand-chose, mais il y a eu quelques associations, et notamment une association de résidents d'une cité de logements sociaux qui n'était pas très loin de là où la box était installée, qui a beaucoup insisté pour que la box vienne dans leur complexe de logement. Parce qu'ils ont bien reconnu dans cette box un outil qui permettrait d'adresser pas mal de leurs problèmes. Et donc ça, c'était intéressant. Il y a aussi eu des églises. Alors, les églises sont très actives à New York.
donc des églises qui ont vu aussi là dans l'approche par les familles, hein, c'est-à-dire à la fois les enfants mais aussi les parents, ils se sont dit voilà, ça c'est quelque chose pour nous, il faudrait que ça. Donc là, ils ont essayé d'inviter la boxe à venir chez eux. Voilà. Et il y a d'ailleurs eu une campagne de levée de fonds qui s'appelait Bring the Box Back in the Bronx, qui a malheureusement échoué pour l'instant, mais que nous allons poursuivre. La boxe maintenant est partie à Détroit, donc une autre zone assez déshéritée des États-Unis. On va s'arrêter là pour les questions. Il va y avoir pas mal d'échanges cet après-midi. Nos intervenants restent avec nous et si vous voulez poser plus de questions à Stéphane, on vous donnera évidemment ses coordonnées. Mais tout de suite, j'aimerais que Hélène Glaise nous rejoigne sur scène. En fait, Hélène, on a tenu à ce que tu sois là avec nous aujourd'hui. Bah tiens, assieds-toi au centre, tu seras très bien. On a tenu à ce que tu sois là avec nous aujourd'hui. Parce que à la direction du livre et de la lecture de Poitou-Charentes, vous avez inventé quelque chose qui s'appelle le kit à lire. Je pense que ça serait bien si on pouvait avoir les slides de Hélène parce qu'elle va en avoir besoin. Et en fait, vous savez, nous on a pas mal d'échos à BSF de ce qui se dit un petit peu partout. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant mais ça vous embête pas que les gens de Poitou-Charentes ils aient copié votre box et ils fassent la même chose que vous. Alors du coup, on a rencontré Hélène, on s'est aperçu non seulement qu'elle n'avait pas copié, mais en plus de ça, certes qu'elle s'en était inspirée, mais que le dispositif n'avait pas tout à fait les mêmes objectifs. Mais au-delà de ça, c'est extrêmement important pour nous qu'on soit copié. Et je pense que Sylvain va vous le raconter, Sylvain Mercier, qui est administrateur de BSF, qui est également membre du CA de la BF Île-de-France et qui travaille à la BPI. Il viendra le dire ce soir en conclusion, c'est qu'on réfléchit aujourd'hui beaucoup à comment on ouvre les plans de la IDS Box, comment on fait en sorte que ça puisse être approprié le plus largement possible, que ça puisse être modifié, que ça puisse être hacké, parce que encore une fois, notre objectif, c'est pas de vendre des box. Notre objectif, c'est justement que ces projets aient le maximum d'impact et soient le maximum appropriés par tout le monde. Donc, du coup, on t'offre cette petite tribune. Alors, du coup, je vais te dire 3 minutes parce que. Ah oui, il est 49, on a déjà 29 minutes de retard. Oui, bien sûr. Non, en tout cas, merci beaucoup d'offrir au Kit à lire une petite fenêtre de visibilité. De fait, c'est parti de l'idée. Alors, les structures régionales pour le livre sont des structures qui travaillent sur l'ensemble de la chaîne du livre. Donc, pour nous, l'idée était de chercher un nouvel outil de médiation, à la fois pour les auteurs, les éditeurs, les libraires, évidemment les médiathèques, et aussi les porteurs de projets, salons du livre, etc. Il y avait aussi une volonté pour nous de travailler sur la lecture numérique, sur le livre numérique, et montrer que c'était bien les contenus et pas les supports qui étaient importants. Et pour que les acteurs du livre s'approprient cette idée, c'est pas toujours facile. Et donc pour nous, voilà, l'idée était de trouver un petit outil de médiation, de leur montrer que c'était pas compliqué, et de travailler avec eux, et de leur offrir ça. Le troisième axe, c'était aussi pour moi un outil de management, et je suis assez contente que ça soit revenu plusieurs fois dans les échanges, pour qu'il y ait une cohésion d'équipe autour d'un outil commun, puisqu'au Centre régional du livre, il y a évidemment le chargé de projet économie du livre, chargé de projet lecture publique, etc. Mais on n'avait pas d'outils comme ça pour travailler tous ensemble sur ce projet. Donc il y a vraiment cette notion-là, je trouve, dans les équipes qui est importante. Donc voilà, donc c'était vraiment les trois. Donc après, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut faire. On est revenu évidemment sur ces idées de bibliothèque de rue, qui ne sont pas nouvelles, et puis évidemment sur l'IDS Box magnifique de BSF et de Stark, mais qu'on n'avait absolument pas les moyens d'en acheter une. Et puis on souhaitait aussi un outil un petit peu plus souple. D'abord pour le transporter un petit peu partout. Le Centre régional du livre dispose d'une Kangoo. Il fallait donc que ça rentre dedans et que l'équipe du Centre du livre puisse l'utiliser facilement, et surtout que les acteurs auprès desquels on allait travailler, à qui on allait le prêter, puissent s'en emparer facilement. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Alors du coup, je n'avance pas du tout sur mes... donc tout ce que je viens de vous dire. Facilement transportable, un outil de médiation pour tous et partout, et donc 4 boîtes également, on est parti sur ce principe-là, à roulettes aussi, et donc avec l'idée d'une boîte avec une vingtaine de liseuses, une quinzaine de tablettes, une autre boîte avec des livres papier, une autre boîte avec un écran, une imprimante,
une pirate box, etc. Et puis l'élément troisième lieu du kit à lire, c'est-à-dire une boîte avec de quoi prendre un petit café, un thé, etc. Voilà, donc ça c'est un peu les premières, la jeunesse du projet, je dirais, et toujours cette volonté. Alors pardon, c'est un petit peu compliqué. La notion d'expérimentation et de partage, puisque nous, au Centre du Livre, on est là pour essayer des choses, pour impulser des envies, etc., mais absolument pas pour faire à la place d'eux. Nous, on est là pour animer ce réseau d'acteurs du livre. La notion de co-construction, je vais un petit peu vite, excusez-moi, mais j'ai que 3 minutes, avec cette notion de co-construction absolument fondamentale, c'est-à-dire que sinon, de toute façon, les acteurs ne s'en emparent pas. Donc, c'est bien quelque chose à construire avec les différentes structures avec qui on travaille. Et là, évidemment, l'équipe remplit les contenus des tablettes, des liseuses, des livres, etc., en partenariat avec la structure qui utilisera le kit à lire. Et puis, on travaille, évidemment, on a fait des petits outils comme un livret pédagogique qui permet d'avoir des ateliers clés en main quand même pour les gens qui ont du mal à s'emparer des choses. Voilà. Et puis, outils de médiation, livret pédagogique, ateliers clés en main, et évidemment quelques jours d'accompagnement et de formation pour l'utilisation de tout ça. Et puis le bilan, c'est encore une fois l'absolue nécessité de la médiation, c'est-à-dire que amener un kit à lire comme ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il faut tout le travail de médiation autour. Aujourd'hui, on est très content parce qu'évidemment, alors non, le kit à lire, il n'y en a qu'un. On donne les plans à qui le veut, le logo, on donne tout est à disposition. On accompagne les personnes qui veulent en construire. Donc on a des appels un peu partout de ceux qui veulent s'en construire un facilement pour l'adapter à son projet, etc. Aujourd'hui, il est réservé dans tout le Poitou-Charentes, imaginez bien. Voilà. Mais ça marche très bien. On a des projets très intéressants. Alors on a évidemment des jours de présentation. Mais aussi on a des gros projets intéressants avec un lycée professionnel par exemple, avec les élèves du CAP Petite Enfance qui vont ensuite pouvoir travailler avec les enfants sur des outils de médiation de ce type-là. Voilà, avec évidemment les centres pénitentiaires, avec des élèves en décrochage scolaire, avec des crèches, enfin tout ce que vous connaissez par cœur. Et puis dans le cadre de Lire en short, voilà, on va faire kit à lire en short. Le kit à lire sera dans une piscine municipale en plein air. Voilà, donc on multiplie sur les marchés, les choses comme ça. Voilà. Tu as quelques photos sur le slide suivant, peut-être pour montrer. Voilà à quoi ressemble rapidement le kit à lire. Merci beaucoup Hélène. Nous, on est très heureux que plein d'initiatives puissent s'inspirer et vivre après leur propre vie. Merci à tous pour ces débats si riches ce matin. Le pôle partenariat, alors oui, vous avez loupé la fermeture de la box qui s'est passée derrière vous. Alors, il se trouve que c'est vitré, donc j'ai pu observer, on a pu voir les gens qui s'activaient. La box, en fait, part en Essonne cet après-midi, parce qu'il y a une réunion des bibliothèques, de la bibliothèque départementale de l'Essonne. Mais on est à votre disposition pour continuer les échanges, évidemment. J'aimerais remercier, un grand merci à Street Press que vous voyez aux caméras et qui ont live streamé cette matinée. Les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube de BSF. Et merci aussi à la Fondation Cultura, sans qui toutes ces expérimentations n'auraient pas pu voir le jour et avec qui on continue, notamment à Marseille cette année. Alors cet après-midi, on va reprendre à 14h, du coup la pause va être un peu plus courte que prévu, on a 1 heure pour aller déjeuner. Cet après-midi, on vous propose un atelier out of the box. Ce format d'atelier, en fait, on l'a créé, inventé pour imaginer des dynamiques de bibliothèques innovantes sur des territoires très différents. En fait, cet atelier, il a tourné à travers le monde l'année dernière. Il est passé aux Philippines, il est passé en Inde, en Colombie, au Pérou, au Burundi, en Angleterre, mais aussi en France. Et on est très heureux de pouvoir le faire avec vous ce soir. En fait, c'est un atelier qui est basé sur les techniques de design thinking, d'idéation. On va vous expliquer un peu ce que c'est ce soir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et l'idée, c'est vraiment de faire fonctionner à plein l'intelligence collective. Et on réfléchira autour
autour de différentes thématiques aujourd'hui sur lesquelles vous vous êtes inscrits. Alors les groupes sont affichés à l'entrée de la salle. Il y aura 3 de ces groupes qui vont se retrouver dans la bibliothèque, 2 ici dans cette pièce et 1 à l'étage au niveau de la salle informatique. Et alors le 4e groupe, et attention, notez bien, vous avez des gommettes sur vos affiches de nom, c'est la gommette rouge Bibliothèque au cœur de la ville qui va aller visiter l'ABF, qui est donc 31 rue de Chabrol. Il y a un petit plan à la sortie, mais en fait, donc aux gommettes rouges, on vous donne rendez-vous ici à 13h50 pour partir tous ensemble à l'ABF, qui nous accueille chaleureusement pour loger un de ses ateliers. Donc ça va être un groupe très chouette. La dernière petite chose à vous dire, on vous a préparé une petite liste de restaurants où vous pouvez déjeuner dans le coin. Les listes sont, je ne sais pas si vous les avez, c'est tant mieux, sinon elles sont accessibles à la sortie. Ils ont tous été testés et approuvés. Merci à tous et bon appétit, on se retrouve à 14h.